Corps. 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 Corps à corps. Alors aujourd'hui, 1er mai, fête du muguet, fête du travail, une fête qui célèbre les acquis sociaux des travailleurs en rendant donc cette journée fériée. On va donc parler de ces acquis sociaux et plus généralement du modèle social français, un modèle social lourd pour le patronat, en tout cas historiquement, charges, impositions, etc., qui en tout cas est également radicalement bouleversé par l'ubérisation de notre société qui fragilise énormément la situation du travailleur. Alors aujourd'hui, on se pose cette question, que reste-t-il vraiment du modèle social français? La Startup Nation d'Emmanuel Macron a-t-elle eu raison? Et de notre industrie en faillite, je le rappelle, de nos PME en faillite, je le rappelle, de notre artisanat en faillite, et également de notre modèle social français. On se demande même comment on réussit un tel prodige. Et surtout, quel modèle pour demain? C'est la question que je pose à nos deux invités, Philippe Murer et François Coq, que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Bonjour Clément, bonjour à tous. Alors Philippe Murer, je le rappelle, vous êtes économiste, spécialiste des questions d'énergie, auteur de Comment réaliser la transition énergétique, un défi passionnant. Mais aujourd'hui, on vous invite surtout pour votre deuxième livre, Sortir du capitalisme du désastre, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis François Coq, je rappelle, vous êtes analyste politique, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, ancien secrétaire général du Parti de gauche, enseignant et auteur également de Alerte à la souveraineté européenne, aux éditions Éric Jamet. Alors peut-être pour commencer, avant de vous donner la parole, je vais vous faire écouter le chef Thierry Marx, qui est également le président de l'UMI, l'Union des syndicats de la restauration. Je vous propose d'écouter justement la question qu'il posait sur l'ubérisation aujourd'hui. Quand vous donnez 100 € à un collaborateur, Oui. et c'est pas grand-chose, 100 €, ça nous coûte 238 €. Et dans la poche du collaborateur, il reste 39 €. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va vers une ubérisation du travail. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent sur des plateformes, deviennent auto-entrepreneurs et évidemment gèrent eux-mêmes leurs revenus bruts et payent, ou ne payent pas d'ailleurs, leur protection santé. C'est une ubérisation du travail. C'est un dérèglement total de notre société. Quid du modèle social français? Et c'est ça qu'il faut interroger, c'est-à-dire quelle société nous voulons pour dans 10 ans. Là, en fait, il pose à travers cette rapide extrait deux questions. Celle de la charge du travail pour l'entrepreneur, la difficulté de réussir aujourd'hui à employer, même si on le veut, un salarié, puisque pour 100 € donnés, on paye finalement derrière 230 €. Et puis l'ubérisation de l'autre côté, qui renverse complètement notre modèle. Alors, sur ce sujet, je commence par Philippe Murer. Comment vous réagissez justement à cette casse et d'un côté et de l'autre de notre système social? Un discours patronal de Thierry Marx au sens le plus étroit du terme. Ça fait 40 ans que les chefs d'entreprise nous demandent de baisser les charges sociales et on verra ce qu'on verra, tout va bien se passer. Or, ils se foutent de nous puisque depuis 40 ans, on baisse les charges sociales, enfin au moins depuis 20 ans, et que ça coûte un budget dingue à l'État et en fait, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, j'aimerais bien dire à monsieur Thierry Marx, oui. qui veut faire venir de plus en plus d'immigrés, et plus vous avez des immigrés, des coûts pour le modèle social et donc des charges sociales. Donc, il faudrait qu'il se rende compte de ce problème, ce monsieur qui fait venir 500 000 immigrés par an et qui s'en réjouit. Oui. La deuxième chose, c'est que c'est le patronat qui a fait augmenter fortement le chômage et fait en sorte qu'au lieu d'avoir 100% des gens qui veulent travailler, qui travaillent, et donc des charges sociales harmonieusement réparties, eh bien, il y en a que 80-90%. Et donc, on se retrouve avec des charges sociales plus élevées. Et puis, il faut arrêter avec ce côté populiste de droite. C'est-à-dire que le modèle social français, qui est de payer une retraite pendant 20 ans aux gens pour 40 ans de travail, ça coûte forcément de l'argent. On va vous payer 20 ans pour 40 ans de travail. Donc, forcément, ça fera des charges. Payer la santé publique, ça fera des charges. C'est pas l'État qui coûte cher. C'est le fait qu'on ait un système de santé publique où vous êtes soigné, même si vous n'avez pas d'argent et que vous avez un cancer. Aux États-Unis, vous n'êtes pas soigné. Dans certaines conditions, vous en prenez des montants de dette à la tête de l'eau pendant 20 ans. Et puis, des retraites qui soient garanties. Donc, il faut arrêter ce populisme de droite. Et je pense que le patronat devrait arrêter de faire le malin et reconnaître qu'il s'est planté depuis 40 ans à demander la baisse des charges sociales, la baisse des impôts pour eux, parce que ça n'aboutit qu'à une destruction, tout simplement.
Alors, on a un petit problème de connexion, j'ai l'impression, avec vous et votre son. J'espère qu'on va réussir à le régler. Je me tourne vers François Coq. Vous avez entendu déjà ce que dit Philippe Murer, mais on reviendra peut-être sur le premier point déjà, où vous dites finalement l'abus du patronat. Franchement, moi, les patrons de PME que je connais, ils n'abusent vraiment pas. Je pense qu'ils rêvent de pouvoir prendre plus de salariés et souvent, ils sont obligés de se détacher de leurs salariés parce que ça coûte vraiment très, très cher, beaucoup trop cher pour un entrepreneur que de payer toutes ces charges sociales, surtout qu'on ne sait pas trop où elles vont. François Coq. Bon, à la base, il y a quand même une vraie discussion. La vraie discussion, c'est quelle est la nature et quel est le statut que l'on donne aux travailleurs. Oui. Cette discussion, elle a commencé maintenant, voilà, un peu plus de 5 ans aux États-Unis, notamment en Californie, sur le statut justement d'ubérisation. Elle s'est prolongée en Europe, avec en Espagne des avis qui ont été rendus en faveur des travailleurs pour leur permettre d'accéder à un statut du salariat qui les protège un minimum. Et puis, on en arrive à ce qui est l'actualité, c'est-à-dire ce qui se passe du côté de Bruxelles et du côté de Strasbourg. La directive du 24 avril, oui. Voilà, tout à fait, sur l'ubérisation, qui finalement ne tranche pas les choses, très honnêtement, et donc on ne peut pas considérer réellement qu'elle représente une grande victoire pour les travailleurs, puisqu'elle remet dans la main des États les choix qui doivent être faits. Donc, il y a une vraie question qui est, les travailleurs doivent-ils acquérir un statut de salariés qui les protègent un minimum, ou doivent-ils rester indépendants? Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de la vie des gens? Il faut quand même que chacun ait conscience que ce statut d'ubérisation tel que nous le connaissons aujourd'hui, un salarié moyen qui veut arriver au salaire minimum en étant indépendant, un livreur, un conducteur de VTC, il arrive au salaire moyen à partir de sa 14e heure quotidienne de travail. Entendez bien, à partir de la 14e heure de travail, il arrive au niveau du salaire minimum. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y arrive pas. Est normal? Est-ce qu'on pense qu'une société peut fonctionner de manière équilibrée sur ces bases, ou est-ce qu'il faut réglementer? Jusqu'à quel point, ça c'est la discussion, tout cela. Le deuxième point, c'est que ça rentre quand même en confrontation avec un déséquilibre aujourd'hui entre le patronat d'un côté et les salariés de l'autre. Alors j'entends bien la distinction que vous faites et vous avez raison de la faire. Dans une PME, c'est souvent compliqué pour un patron d'embaucher. Tout cela, je l'entends et on l'entend parfaitement. Mais en même temps, vous ne pouvez pas faire comme si cela était indépendant, ne serait-ce qu'en termes politiques ou en termes d'imaginaire collectif. De ce que vous avez appris hier, avec le nouveau rapport Oxfam, qui vous dit que les patrons du CAC 40 ont été augmentés de 27% depuis la crise du Covid, quand les salariés n'ont été augmentés que de 9%. Quand ces patrons du CAC 40 touchent en moyenne 130 fois plus que le salaire moyen de leurs employés, que le patron d'une entreprise de téléperformance touche 1500 fois le salaire moyen de ses employés. Vous voyez, je suis d'accord avec vous, la discussion, elle porte en réalité pas forcément uniquement sur ces gens-là, mais on ne peut pas décorréler l'un de l'autre. Donc, il y a un équilibre aujourd'hui à retrouver. Et force est de constater, en cela, je rejoins Philippe Murer, que ce qui a été essayé depuis maintenant une quarantaine d'années, on entend quand même toujours la même chose. C'est toujours le même discours ambiant qui pousse à la baisse des cotisations désormais rhabillées en charges sociales. Et finalement, le diagnostic a été posé de cette manière il y a 40 ans. On nous a proposé toujours la même solution et on continue à nous la poser sans que les chiffres du chômage, de l'emploi, mais aussi du bonheur et de la manière de s'exprimer correctement dans la vie changent d'un iota. Oui. Alors attendez, parce que je continue sur le coût de la cotisation quand même pour l'employeur, sachant que dans cette cotisation, il y a la partie justement le chômage, etc. Et le chômage, on apprend maintenant avec les réformes du chômage qu'on va encore attendre un mois de plus ou 2, je ne sais plus, pour que ce chômage s'enclenche. En fait, on cotise aussi pour des choses, le patronat cotise, le salarié cotise pour des choses qui ne sont plus des évidences en plus au final. C'est là où je dis qu'il y a une arnaque en fait. C'est que tout ça est très très lourd tout de même. Surtout, je remets le focus sur les PME ou les toutes petites entreprises. C'est très très lourd pour l'employeur. Et d'un autre côté, finalement, on voit même pas trop les avantages sociaux du salarié derrière. Ça pose quand même vraiment des questions. Et c'est là où j'arrive à ce paradoxe finalement d'un modèle social qui est cassé par l'ubérisation, mais qui ne sauve même pas l'entreprise. C'est ça qui est intéressant. Comment on arrive à ce paradoxe? Aujourd'hui, le modèle social est cassé. On voit bien, et vous l'avez rappelé avec j'allais dire les salariés, non, les travailleurs ubérisés, on va dire, indépendants. Ils n'ont plus du tout les mêmes avantages, etc. Ils n'ont plus du tout les mêmes protections.
Et d'un autre côté, l'entrepreneuriat se meurt en France. Comment on explique ce paradoxe? Alors, Philippe Murer, pour commencer. Clémence, moi je n'accuse pas les petits entrepreneurs. Hein. Je dis que Thierry Marx ne parle pas pour les petits entrepreneurs. Parce que Thierry Marx, lui, veut faire venir de l'immigration pour écraser les salaires, veut de la flexibilisation et des baisses de charges. Alors, je remets le contexte pour que tout le monde comprenne. Pardon, Thierry Marx a dit qu'il était très heureux de cette avancée de la loi immigration qui permet donc d'ouvrir aux travailleurs immigrés illégaux de venir, d'avoir donc des papiers dans les secteurs en tension. Et d'ailleurs, il se battait pour que la restauration entre dans les secteurs en tension. Voilà. Exactement. Donc, il ne parle pas au nom des entrepreneurs qui ne pensent pas cela. Mais pourquoi le modèle social, il est cassé, Clément? C'est parce qu'en fait, depuis les années 70, le néolibéralisme, c'est quoi? Ça a été en fait de faire monter de façon très élevée le chômage dans tous les pays occidentaux pour changer le rapport de force capital-travail au bénéfice du capital et des actionnaires contre le travail. Et puis le capitalisme financiarisé et mondialisé, de la même manière en mettant en concurrence les salariés français avec les Chinois, et donc en mettant des modèles sociaux en concurrence, en mettant la finance au-dessus de tout et en libéralisant la finance, a fait en sorte que le capital a eu un rapport de force très positif sur le travail. Et donc les salariés ont été obligés d'accepter des baisses de conditions de travail, plus de flexibilité si on est positif, plus de précarité si on est négatif, c'est-à-dire qu'on est passé du CDI au CDD, au CDT court et maintenant à l'auto-entrepreneur, et pas de croissance des salaires. Et tout ça, ça fait qu'il n'y a plus de croissance économique, que personne ne s'en sort, ni les salariés qui n'arrivent plus à manger à leur faim. Oui. Je vous rappelle quand même que le travail, c'est fait pour que les gens mangent à leur faim et puissent être soignés. Et bien maintenant, on a des gens qui n'arrivent plus à se loger, plus à se soigner, plus à manger à leur faim, tellement le modèle économique est cassé, tout en ayant des petits entrepreneurs qui font faillite pour tout un tas de raisons, parce que le modèle économique est cassé. Donc en fait, les entrepreneurs et les salariés ont le même intérêt, c'est de détrôner les tyrans que sont Bernard Arnault, François Pinault, tous les gens qui possèdent les médias, toute cette classe économique de super riches, de super grosses entreprises, qui veulent ce modèle économique parce qu'ils tirent les marrons du feu au détriment des petits entrepreneurs et des salariés. Et il faut arrêter d'être soumis à cela, parce que je le vois même dans notre droite nationale, dont moi je fais partie, je vois que les gens sont soumis à ce libéralisme-là, à ce libéralisme qui est faussé par les plus puissants et qui l'instrumentalisent par les médias, par leur puissance économique et par leur puissance maintenant qui devient politique avec un Macron au pouvoir qui est leur chose. Parce que tout le monde est perdant dans ce système et même l'économie de la nation et même la nation est perdante. Je rappelle que le gaullisme, c'est l'équilibre entre les salariés et les chefs d'entreprise. C'est pas faire en sorte de tout donner au capital et rien au travail, bien au contraire. Et le général de Gaulle d'ailleurs était pour une participation des salariés aux résultats de l'entreprise qui puisse aller relativement loin. Oui. Il savait bien que le capitalisme était un système extrêmement injuste et même si c'est un système qui a beaucoup d'énergie, un système où on devait protéger les salariés puisque eux-mêmes louent leur force de travail et sont fragilisés par cela. Oui. François Coq, vous êtes d'accord avec cette idée que finalement les salariés et les chefs d'entreprise de petites et moyennes entreprises, encore une fois, je rappelle, sont finalement les victimes d'une même casse aujourd'hui? Ils sont victimes du même casse parce qu'on a rompu des équilibres. Et le principal équilibre qu'on a rompu là-dedans, il est d'abord économique, mais il se traduit, et c'est sa volonté principale, je crois, de rupture, il se traduit par une rupture de l'équilibre démocratique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si aujourd'hui on met en place de nouveaux statuts de travailleurs, je pense notamment là aux travailleurs ubérisés, de la même manière que hier on mettait en compétition et qu'on recommence à le faire aujourd'hui, les travailleurs immigrés avec les travailleurs qui résident dans un pays. Ça a un ressort économique dans un premier temps, mais ça a un ressort plus profond qui est un ressort politique, parce que ça rompt la possible unité de la classe ouvrière, qui ne peut plus se sentir en tant que bloc homogène, mais qui se retrouve désintégré en son sein, et qui donc perd de sa force d'agrégation et donc de sa force de propulsion dans le champ politique et démocratique. Oui. Lorsque les revendications des travailleurs ont avancé, c'est quand la classe populaire, la classe salariée a réussi à être unie. Et tout le but de ceux qui n'ont aucun intérêt à cela est d'essayer de désagréger cette classe populaire, cette classe salariée, cette classe ouvrière. Toute l'histoire nous l'enseigne, et ce que nous voyons aujourd'hui avec l'ubérisation de la société a un ressort économique, mais a aussi derrière un ressort démocratique. Et j'en veux pour preuve ce que vous disiez finalement, Clémence, il y a un instant, c'est-à-dire pourquoi
quelque chose qui fonctionnait avec l'État social, finalement, ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. Oui. Parce que la rupture démocratique, elle s'affirme aussi dans la manière dont on traite et dont on gère la situation économique. Hier encore, les partenaires sociaux pouvaient discuter entre eux, pouvaient trouver des points d'équilibre en fonction des rapports de force du moment. Mais aujourd'hui, que voit-on? On voit un pouvoir politique surpuissant dans la monarchie présidentielle qu'est la Ve République, où le gouvernement et M. Macron, mais comme ses prédécesseurs, somment les partenaires sociaux d'arriver à un accord en mettant la pression par le biais médiatique, et où le pouvoir politique finalement dit attention, si par contre vous n'arrivez pas au point d'arrivée que moi, pouvoir politique, j'ai fixé, alors nous reprendrons la main et nous déciderons à votre place. Tous ces équilibres-là sont rompus, et en premier lieu dans notre pays, l'équilibre démocratique. Oui, ça, l'équilibre démocratique, on va y arriver évidemment que tout est lié. Mais je voudrais déjà revenir sur l'équilibre économique, puisque c'est un peu le thème du jour. Philippe Muret, vous avez entendu ce que François Coq a dit. Finalement, aujourd'hui, l'ubérisation ne fait que renforcer évidemment tout ce déséquilibre. Comment on voit pas trop comment on peut arranger les choses. Enfin, c'est mal parti, on va dire, surtout avec les directives européennes qui finalement qui ne protègent pas. Elles disent protéger le salarié, mais qui ne le protègent pas. C'est clair, parce qu'en plus, c'est l'Union européenne qui a la main sur les politiques économiques, et donc c'est elle qui pourra arrêter l'ubérisation. Mais on sait que ça ne fonctionne pas. Et je rappelle que pour parenthèse, sa dernière directive du 24 avril s'intitule « Lutter contre les dérives de l'ubérisation et du travail forcé ». Mais en fait, quand on regarde le contenu, François Coq nous l'a rappelé, à partir du moment où on n'a pas d'obligation de l'État à imposer un statut de salariat, c'est vrai que c'est... Oui. Exactement. Et si je me permets, en plus, c'est en train de tirer une balle dans le pied des entreprises. Ce phénomène de fluidification du travail, le fait que le travail, c'est un marché finalement où les salariés sont loués à la demande, ce qui veut dire d'ailleurs que les hommes, quand on parle de marché du travail, ça veut dire que les hommes sont traités comme des marchandises. On a fluidifié tout ça. À l'excès, ça fait une perte de confiance et de démotivation des salariés au sein des entreprises, que constatent les entrepreneurs. Et en fait, on se retrouve, cette fluidification aboutit à une baisse de la productivité du travail. En France, qui est un phénomène totalement nouveau, mais d'ailleurs au niveau européen et au niveau occidental en général. Donc cette productivité du travail qui baisse, c'est un problème majeur. C'est parce que le salarié ne s'implique plus parce qu'il n'a pas confiance. Mais c'est peut-être aussi, juste là, est-ce que c'est pas aussi la baisse de productivité, parce que on sait, justement, on est dans des secteurs tertiarisés où finalement il est facile de prendre une personne qui va remplacer une autre, tandis que quand on cherche un ouvrier qualifié, eh bien, quand on est plus dans la production, eh bien, évidemment, là, on cherche des personnes qui sont un peu plus qualifiées, donc un peu plus investies au long terme. Il y a une partie de ça, et vous avez raison, mais une grosse partie de la baisse de la productivité du travail, et si les gens le constatent dans les entreprises, par Tricartus aussi, économiste, Jacques Sapir le disent aussi, moi je le dis aussi, la perte de sens, la démotivation au travail, ça casse la productivité, ça casse donc la France en termes de compétitivité, c'est un vrai problème. Donc il faut faire un nouveau pacte politique pour réduire fortement le chômage et changer le rapport de force entre le travail et le capital, pour équilibrer le rapport de force. Ça, c'est fondamental. Et ça passe par des politiques économiques complètement différentes, beaucoup plus proactives, beaucoup plus proches de celles des 30 Glorieuses. Il faut arrêter le processus de mondialisation, ou en tout cas que la France s'en désengage, et de financiarisation aussi, très clairement. Et un nouveau pacte entre les salariés et les entrepreneurs, les entreprises, où la confiance soit au centre, donc moins de fluidité, plus de confiance, plus d'engagement à long terme. Et je finirai par vous dire deux choses. C'est le modèle, en fait, où les salariés, en fait, sont dans l'obéissance. Je parle pas de toutes les entreprises, mais le modèle aujourd'hui, les salariés sont tellement écrasés qu'ils sont dans l'obéissance et de la servilité dans les entreprises. Moi, je le constate en discutant avec les gens. Si vous n'êtes pas dans l'obéissance totale, dans certaines entreprises, vous êtes viré. Et ça participe du fait du totalitarisme que décrit Ariane Biran. C'est ça qui a préparé le totalitarisme très clairement. Donc, on voit que ça a des impacts, ce phénomène-là a des impacts effectivement économiques, mais aussi démocratiques et aussi de fonctionnement de la société. Et n'oublions pas une chose, la chute de l'Empire romain, il se fait quand les inégalités explosent parce que les riches veulent tout prendre. La chute de l'Empire occidental est en train de se faire parce que les
plus puissants veulent tout prendre et ne veulent rien laisser aux autres. Et ça pose un problème absolument majeur dans la société française. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites sur le fait qu'on puisse être viré comme ça. Et je pense que ça, c'est sûr que c'est lié à l'ubérisation dans le sens où chacun devient interchangeable. On n'est plus qu'une unité de production qui peut être renvoyée à une autre sans aucune spécialité ou spécificité et apport particulier à une entreprise. Et cette interchangeabilité, eh ben, oui, mais finalement, on est dans Et le. alors, Clémence, Oui. c'est la négation de ce qu'est la France. La France, c'est le travail bien fait, c'est ce que disait Peggy. Et ça le montre à travers des créations comme le vin, c'est-à-dire qui a été poussé presque au niveau de l'art en France, comme les fromages aussi, et comme notre façon de travailler le luxe et d'autres choses en général, et même l'ingénierie. Et en fait, si vous n'êtes pas dans un contrat de confiance à long terme entre salariés et entrepreneurs, c'est pas simple à rétablir, mais il faut le rétablir. Vous n'avez pas ce travail bien fait. C'est du travail la petite semaine, du travail ubérisé, du travail jetable, précarisé. Et ça ne correspond pas à l'essence de la France. Et d'ailleurs, un dernier mot avant de redonner évidemment François Coq, et on va vous donner le temps de parole qu'il faut. Mais par rapport finalement à la baisse de qualité générale de la France, j'ai lu un travail sur la casse du modèle social qui explique que finalement tout le monde faisant semblant de travailler pour remplir des cases, parce qu'on est aussi ça, on est dans un travail qui n'est plus qualitatif mais quantitatif, on doit remplir des cases et des chiffres, et finalement on est dans un vaste village Potemkin, on est dans une arnaque, et la France tient encore debout parce qu'elle tient sur l'excellence de ce que nous faisions il y a 50 ans, mais même, regardez ce qui se passe avec la 13, mais regarde, tout est potentiellement, on met en danger notre pays. Vous avez tout à fait raison, Clémence, mais c'est pas que la France. C'est aussi Boeing qui est plus capable de faire voler des avions. Vous savez qu'en 3 mois, il y a des roues d'avion qui tombent de Boeing, un toboggan qui s'arrache, et il y a des problèmes majeurs chez Boeing de la même manière. Et c'est quoi? C'est la financiarisation. L'État a laissé faire la financiarisation des entreprises, c'est-à-dire la rentabilité à court terme à tout prix, une perte de sens au travail, finalement une perte des compétences, parce que c'est les financiers qui prennent le pouvoir contre les gens qui font le travail. Et finalement, ça aboutit à un problème majeur au niveau occidental. Et ça vient de ces process, parce que la financiarisation, derrière, vous créez des process pour faire obéir les salariés à une volonté de rentabilité à très court terme absolument obligatoire, et vous les mettez dans l'obéissance, et tout ça n'a aucun sens et détruit les entreprises à l'intérieur. Vous avez raison de le souligner. François Coq. Je vais commencer par cette question que vous êtes en train d'évoquer. Et puis vous prenez après, prenez tout le temps là. Vous avez attendu. De l'interchangeabilité des salariés. Et excusez-moi de vouloir toujours mettre tout dans tout, mais je vais partir d'un exemple qui va vous sembler lointain, mais qui finalement va nous ramener à la question initiale et va même être structurant. Je vais vous parler de l'éducation nationale. Soit dit en passant, je vous indique que vous avez peut-être vu passer ça. Là, c'est l'éducation nationale. Excusez-moi. Est en cessation de paiement. Oui, j'ai vu ça. Ils n'arrivent pas à payer les heures supplémentaires. À partir de demain, 2 mai, les enseignants ne verront plus les projets qu'ils mènent avec les élèves rétribués. Ça veut dire très concrètement que la plupart des projets ne vont pas se faire et que donc, on arrête un certain nombre d'enseignements, de transmission des savoirs qui ont lieu aujourd'hui dans l'école publique, faute d'argent. Je mets ça de côté, c'était pas ça mon but. Non, mais c'est important. Allez-y, c'est important, et ça, je vous invite à y regarder de plus près. Ça touche 3 académies pour l'instant, Paris, Créteil et Versailles, et ça va s'étendre aux autres académies. On est là sur la recherche par le gouvernement de 700 millions d'euros d'économies, et la seule façon que le gouvernement a trouvé, c'est simplement de fermer le robinet. Sachant, quand on voit déjà le salaire qui est donné aux professeurs, franchement, c'est absolument honteux, et qu'ils galèrent pour se faire rembourser les trajets de transport qu'ils ont. Bref, mais vous avez raison, mettons ça de côté. Mais malgré tout, je voulais parler de l'éducation nationale, parce qu'il y a un mouvement puissant actuellement dans l'éducation nationale contre le choc des savoirs de M. Attal et contre les groupes de niveau qu'il veut mettre en place. Mais je voudrais qu'on déroule la bobine de ces groupes de niveau. Qu'est-ce que c'est que les groupes de niveau? Ils ne peuvent se mettre en place, ils ne sont présentés aujourd'hui comme une solution que parce que le niveau de l'éducation nationale est à ce point abaissé que on est obligé d'essayer de trouver un biais vu l'hétérogénéité des élèves. Mais pourquoi le niveau de l'éducation nationale a-t-il été abaissé? Parce qu'on a mis en place de manière structurelle, ça a été présenté d'abord par les gouvernements de M. Sarkozy, puis mis en place, signé et ratifié par les gouvernements de M. Hollande, ce qu'on appelle le socle minimum des savoirs et des connaissances, c'est-à-dire un SMIC éducatif. Mais ce SMIC éducatif répond à une commande, qui est une commande de l'Union européenne. Depuis 2000, c'est ce qu'on appelle la stratégie de Lisbonne sur la connaissance. Et qu'est-ce que c'est que cette stratégie
de Lisbonne, c'est d'abaisser le niveau des savoirs pour le réduire à ce SMIC éducatif. Mais pourquoi? Pour transformer les qualifications en compétences. Et qu'est-ce que c'est que, parce que vous entendez parler plus que des compétences aujourd'hui, hein, on vous dit pour ce travail, est-ce que vous avez des compétences requises? On vous demande plus, est-ce que vous avez le diplôme requis? On vous demande plus, est-ce que vous avez la qualification requise? Sauf que quelle est la différence entre les qualifications et les compétences? C'est que les compétences sont attachées au poste de travail quand les qualifications étaient, elles, hier, attachées à l'individu. Oui. Ça veut dire qu'en revendiquant des compétences plutôt que des qualifications, les salariés deviennent interchangeables. Ouais, c'est donc l'ensemble de ce modèle qui est en train de basculer et c'est ça qui est construit depuis 40 ans, on le disait tout à l'heure. Concrètement, sur ce point-là, ça a avancé depuis 20 ans et on en arrive aujourd'hui au stade où ça devient quasiment inéluctable. Voilà le processus qui est à l'œuvre, qui met en compétition les salariés et les salariés aujourd'hui le refusent et on doit aussi voir la baisse de la productivité actuelle sous ce prisme-là. Pourquoi le refuse-t-il? On l'a vu après la crise Covid. Chacun a bien pris conscience qu'un certain nombre de personnes ont dit « Ah ben moi, je refuse de continuer à travailler comme le bourrique, comme on entend me le faire à longueur de journée, avec la perte de sens, qui est la perte de sens du travail. » Parce que c'est le dernier aspect. Aujourd'hui, que produit-on? C'est Emmanuel Todd qui le met en lumière dans son dernier livre quand il compare la dite croissance des États-Unis ou de l'Europe avec d'autres pays. Mais on produit du vent quand même, essentiellement. On produit essentiellement dans le c'est des espèces de bulles de production et quand on arrive et quand on a des besoins en matériel concret, on voit bien qu'on est incapable de le faire parce qu'on a perdu les usines, mais plus grave encore, on a perdu les savoir-faire, on a perdu les savoir-faire humains, tout ce qui faisait effectivement la richesse de notre pays. Ouais, nous on a reçu ici, il y a un petit moment maintenant, une personne qui était dans les chaînes de production qualité d'une grande entreprise française de voitures, que je ne vais pas citer. Et en fait, il a vu il était donc dans l'expertise qualité. Il a bien vu que la qualité, on lui demandait toujours de baisser cette qualité pour faire plus de quantité, plus de production. Et il est parti en burn-out grave. Il est encore en train de s'en remettre plusieurs années après. Mais on voit bien, donc, comme vous dites, on produit du vent et on est dans un affaissement finalement de ce qu'on produisait. Oui, tout le monde le vit et ceux qui le vivent et qui le vivent mal partent en burn-out. En fait, c'est soit on accepte le système, soit finalement on part en dépression pour beaucoup. Dans tous les cas, c'est marche ou crève, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile. Alors je voudrais revenir aussi sur votre partie. Le fait qu'on n'est pas seulement dans une casse entrepreneuriale, mais également finalement démocratique. Et là, petite légère provocation de ma part pour vous, puisque ceux qui participent le plus à l'ubérisation, finalement, ceux qui profitent le plus de l'ubérisation, c'est une enquête Le Point, une enquête Cluster 17 pour Le Point, qui était publiée en 2023, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ce sont les électeurs de gauche, et même très à gauche, qui sont les plus friands de la livraison de repas Uber Eats, Deliveroo ou Just Eat. Voilà, c'est notamment les étudiants de gauche qui vivent en métropole. Voilà ce que nous dit l'enquête. Les électeurs se positionnent donc très à gauche et sont les plus nombreux à utiliser ces plateformes. Alors comment vous comprenez ce paradoxe? Toujours pas pour vous, hein, François Coq. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un paradoxe là-dedans. Je crois que la société de consommation touche tout le monde d'un côté à l'autre du spectre politique. Et je crois pas que l'idée même de consommation aujourd'hui soit quelque chose de structurant sur l'échiquier politique. Consomment ceux qui ont les moyens de consommer, en réalité. C'est ça qui se passe. Et après, la machine culturelle a fait son œuvre depuis maintenant des années. Et on est en train de nous vendre qu'il vaut mieux commander son repas, se le faire livrer par un gamin qui est en train de pédaler sur son vélo, plutôt que de prendre ses jambes et de faire 300 mètres pour aller chercher son repas ou plutôt aller chercher ses fruits et légumes et se faire à manger à la maison. Ça, je crois que c'est pas une caractérisation politique en tant que telle. Par contre, ce qu'elle traduit, c'est que c'est quelque chose de tellement répandu au sein de la société. Je le répète, pour ceux qui ont de l'argent, c'est ça qui fait la différence en réalité. Le critère, c'est pas d'être de gauche ou de droite. Le critère, c'est ceux qui ont les moyens aujourd'hui en profitent pour consommer. Oui. Et puis les autres. Alors peut-être que ceux qui ont le plus les moyens en ville sont des gens de gauche. Ouais. Oui. Alors Philippe Murer. Oui, sur le même sujet. Oui. Je vais pas critiquer la gauche, mais effectivement, c'est aussi. Pourquoi non, mais bon,
c'est vrai que c'est compliqué c'est effectivement un paradoxe d'une partie de la gauche bobo de vouloir le respect des conditions de travail des gens et de demander aux gens de pédaler à vélo, quoi. Et en même temps d'utiliser les gens issus de l'immigration pour aller leur livrer des repas un peu comme des esclaves, hein, parce que c'est extrêmement dur le métier de livreur à vélo, c'est un métier dangereux, en circulant à Paris, en ayant des temps limités avec une concurrence très très forte et pour essayer de toucher un SMIC, parce qu'il faut pas oublier que les auto-entrepreneurs qui travaillent en fait sont payés la moitié du SMIC. Donc on a accepté avec l'ubérisation, en plus d'avoir des gens qui sont payés la moitié du SMIC. C'est les chiffres de l'INSEE pour ceux qui ne font que ce travail, et c'est un problème majeur de détricotage du modèle social, hein, clairement. Alors, je vais vous faire écouter tous les deux notre ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, toujours, hein, sur ceux qui critiquaient ceux qui disent immigration zéro. Il dit, mais comment on ferait sinon on n'aurait plus de commis de cuisine et plus de femmes de ménage? Et on écoute ça. Et celles et ceux qui nous disent pas d'immigration, immigration zéro, il faut qu'ils m'expliquent comment on fait quand on a déjà 25% des commis de cuisine et des femmes de ménage qui sont issus d'immigration non européenne pour fonctionner sans eux, et regarder aussi un peu les choses en face. Mais la priorité des priorités, et c'est ce que nous faisons au quotidien, c'est de faire en sorte que ceux qui ne travaillent pas et qui peuvent travailler soient accompagnés. Oui, on aurait pu couper un peu plus tôt. Donc, en tout cas, là, François Coq, je rejoins ce que vous disiez sur le fait qu'il y a un point, derrière, il y a de la politique, en fait. Derrière cette ubérisation, derrière cette casse du système social, il y a de la politique, puisque il y a aussi l'idée de faire venir une immigration. Alors ici, selon Olivier Dussopt, l'intérêt de cette immigration, c'est de faire des commis de cuisine et des femmes de ménage. Enfin, c'est comme ça qu'on le comprend. C'est peut-être maladroit, hein, de sa part, mais en tout cas, oui. En tout cas, on voit en effet un enjeu politique lourd derrière, qui n'est pas donc que financier, économique, qui n'est pas que celui de venir en aide aux entrepreneurs, comme c'est tant vendu en France par les macronistes. Non, derrière les propos d'Olivier Dussopt, qui sont quand même, faut se le dire, assez choquants, il y a une idée d'assignation à résidence sociale. C'est quand même globalement l'idée du macronisme, hein, c'est l'assignation à résidence sociale pour les uns, politique pour les autres, chacun dans sa case et que chacun y reste surtout, hein. Qu'il n'y ait pas de mobilité au sein de la société. Voilà, Monsieur Dussopt nous dit, vous êtes immigré, finalement, c'est vous qui allez venir balayer les trottoirs, ramasser les poubelles et faire les chambres. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de visée économique, il n'y a pas de perspective de développement là-dedans. Il y a simplement une justification extrêmement maladroite qui essaie de justifier une immigration qui n'est jamais rien d'autre que de la mise en concurrence des salariés entre eux, telle qu'elle est présentée sous cette forme-là. Oui, voilà. C'est ça la visée économique. La visée économique, c'est de casser vers le bas le salariat français. Et si je me permets. Attendez, alors juste, on va finir la phrase de François Coq. Attendez, on finit juste la phrase de François Coq et ensuite je vous donne la parole. Non, mais je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire c'est de tirer toujours vers le bas. La mise en concurrence vise à tirer vers le bas. La mise en concurrence ne vise pas à créer de l'émulation entre les salariés et à faire dire aux patrons, oh regardez, ils sont bons. Il y en a peut-être d'autres de meilleurs entre eux et on va augmenter les salaires et on va leur proposer de meilleurs salaires pour pouvoir choisir les meilleurs. C'est pas comme ça que ça se passe. Chacun en a bien conscience. Donc on est aujourd'hui dans un renversement en plus macroéconomique des chiffres du chômage et des chiffres économiques. Vous savez quand même que Monsieur le Maire, Monsieur Macron se présentent comme des champions de l'économie. On voit quand même une inversion des courbes qui aujourd'hui ne peut plus être mise sur le dos du Covid, du Covid ou de la guerre en Ukraine. Parce que quand elle est comparée aux courbes des autres pays, eh bien, on suit un chemin, une trajectoire très exactement inverse. Oui, Philippe Murer. Alors, je vais montrer le problème concret qu'ont les gens, par exemple, qui travaillent dans la restauration. Je connais une fille qui est chef de rang, donc responsable du service d'un restaurant avec 10 personnes sous sa responsabilité. Elle gagne 2 000 € par mois. Or, 2 000 € par mois, elle arrive à loger dans une chambre de bonne. Donc, vous comprenez bien que ceux qui sont commis de cuisine et qui veulent travailler à Paris, eh bien, ils ne peuvent pas se loger à Paris, tout simplement. Ceux qui ont des petits postes dans la restauration ne peuvent pas se loger. Or, c'est un métier fractionné. Ces gens-là doivent habiter à Paris parce qu'ils travaillent de 11h du matin, par exemple, à 15h et ensuite de 18h à minuit. Et donc, s'ils n'ont pas les moyens
d'habiter à Paris, eh bien, ils doivent rester à Paris à glandouiller pendant 4 heures, ou alors ils doivent accepter de faire 6 heures de voyage par jour, par exemple, en RER. Donc, le problématique, elle est là. C'est un problématique du logement et c'est pas une problématique et de mauvais salaire, de salaire trop faible, et c'est une politique de paupérisation générale de la société française. Et rajouter de l'immigration ne va faire qu'écraser les salaires encore plus. Alors qu'on sait que si les salaires augmentent, en fait, on retrouve des gens qui veulent travailler. Il y avait un problème d'ailleurs dans le ramassage d'ordures où les salaires étaient trop bas et finalement il fallait sans arrêt prendre des gens venant de l'étranger pour avoir des salaires bas dans des mauvaises conditions de travail. Les salaires ont augmenté et comme par hasard, à ce moment-là, on a trouvé plein de gens pour ramasser les ordures. Il n'y a plus de problème et on a pu prendre les gens qui étaient en France pour faire ce travail. Donc c'est un faux problème qui est mis en place par des gens qui veulent toujours tirer vers le bas les gens qui sont salariés et donc c'est un modèle économique qui dysfonctionne complètement. Ouais. Alors ma dernière question pour François Coq, est-ce qu'aujourd'hui on peut changer les choses telles qu'on est dans notre pays en restant dans cette Europe? Alors, d'abord, si vous permettez, juste un mot, je voudrais quand même dire, puisqu'on a évoqué le lien entre la question économique et la question démocratique, qu'il y a quand même un symbole qui est terrible. C'est qu'on est le 1er mai. Et moi, j'ai un souvenir, je connais l'histoire du mouvement ouvrier depuis 1886, 1889, 90. Je suis intégré là-dedans, c'est ma focale. Mais moi, si on me parle du 1er mai aujourd'hui, je pense d'abord au 1er mai 2016, qui est la bascule. Et attendez bien, la bascule dans la doctrine du maintien de l'ordre des manifestations et du mouvement populaire. C'est la première fois que la grande manifestation à l'occasion contre la loi travail, les lois El Khomri et Macron, vous vous souvenez, sous le gouvernement Valls, avait été corseté avec une nasse géante, où on avait laissé un black bloc se former volontairement. Je dis bien les forces de l'ordre dirigées par M. Cazeneuve à l'époque, avaient laissé un black bloc se former sur le pont d'Austerlitz, qui avait ensuite été démonté, le McDo du Jardin des Plantes. Et depuis, cette stratégie, cette nouvelle doctrine du maintien de l'ordre ou de l'organisation du désordre, on l'a vu à l'œuvre à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes ou dans toutes les mobilisations sociales. On voit bien donc qu'il y a là un lien entre le 1er mai, qui est à la base la journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs, et la dimension démocratique. Sur le deuxième aspect que vous évoquez sur la question de l'Union européenne, écoutez, l'Union européenne se construit maintenant depuis 70 ans sur la base d'une Europe qui va toujours vers le moins 10 ans. Et quel est le dernier exemple en date? On l'a évoqué au début de cette émission, c'est la question de la directive sur l'ubérisation. Il y aurait eu les moyens de poser un cadre juridique et législatif européen qui aurait permis d'aller vers le haut et de créer des droits pour les salariés. Qu'a-t-on au final? Un texte au rabais qui mécontente tout le monde. Et qui a été à la manœuvre pour casser le texte initial? Eh bien la France, entre autres. C'était la France, le fer de lance, qui a fait en sorte que le texte qui avait reçu un accord au mois de décembre soit ensuite détricoté en janvier et février pour aboutir à la directive qui a été adoptée au mois de mars. Donc l'Union européenne est responsable du maintien et de l'organisation de ce désordre, mais elle ne peut jamais le faire que parce qu'elle a des petits serviteurs zélés dans chacun des pays qui sont aussi ceux qui mettent en œuvre cette politique et qui poussent à la roue pour faire en sorte que l'Union européenne reste ce cadre qui finalement broie les salariés pour entrer dans la compétition internationale avec cette chimère d'Europe puissance qui est la nouvelle lubie de M. Macron accolée à la souveraineté européenne. Même question Philippe Muret, je pense que vous aurez à peu près la même réponse très rapidement. Non, je suis beaucoup plus affirmatif. Je pense que l'Union européenne, c'est la mise en concurrence des modèles sociaux, par le fait qu'il y a un marché unique et des règles, les mêmes règles avec des modèles sociaux différents. Donc, c'est la concurrence entre les modèles sociaux. Ça ne peut que détruire le modèle social français, qui est plus généreux que le modèle social anglo-saxon ou allemand en général. Ça, c'est la première chose. Et de toute manière, l'Union européenne, c'est le capitalisme financiarisé et mondialisé. Ça fait 40 ans que ça dure. Elle pousse au capitalisme financiarisé et mondialisé et donc à la destruction du salariat en France et à un modèle social qui n'enrichisse que les plus riches. Donc l'Union européenne, c'est le Frexit. Il n'y a aucune chance qu'elle puisse se réformer. Son ADN, c'est ça, quoi. C'est pour le patronat, le grand patronat, et contre les petits patrons et les salariés. Merci beaucoup à vous deux. En tout cas, c'était passionnant de revenir sur tout ce modèle social et l'ubérisation en cours de notre pays et même de toute l'Europe. Merci Philippe Murer. Je rappelle votre livre « Sortir du capitalisme du désastre » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et merci à vous François Coq. Alerte à la souveraineté européenne aux éditions Éric Jamet. Merci beaucoup à tous les deux. N'oubliez